est intéressant de constater que ce procureur instrumentalise son pouvoir sur la presse pour répandre, outre des calomnies gratuites, ses mensonges calculés. Mensonges qui constituent les bases mêmes de notre mise en inculpation. Tu peux nous donner quelques exemples? Le plus fort et récurrent concernant la manipulation des dates. Tu as pris contact avec Léa le 13 août 2012. Nous avons rencontré sa mère à Agen le 28 août 2012 pour lui donner des nouvelles de ses enfants et étudier ses réactions. Cela prouve bien que nous avions des doutes sur elle, ce qui est en totale contradiction avec le scénario qui la pose en commanditaire du projet de kidnapping. Précisons entre parenthèses qu'aujourd'hui, après le déchaînement de l'Inquisition, parce que nous nous intéressions à l'affaire de Sandrine Gachadois, nous n'avons absolument plus aucun doute sur la véracité des crimes dont elle voulait protéger ses enfants. Et aujourd'hui, nous comprenons mieux l'origine de l'absence de souvenirs de Léa. Absolument. Et cela est à confronter avec les affirmations du procureur Coindeau. Ainsi, dans le Sud-Ouest, les enfants ont été approchés début septembre par un couple et le groupe possédait leur emploi du temps complet. Le groupe, c'est alors nous deux. C'est ça, l'association de malfaiteurs. Le même jour dans l'Est républicain, le lendemain de ton incarcération. En septembre, un couple a été aperçu qui suivait ses 3 enfants à la trace, indique le procureur de Saintes, Philippe Coindeau. Un rapt se préparait peut-être, enchaîne le journaliste. Jamais personne ne nous a aperçus suivant les enfants, évidemment. Sans quoi les gendarmes auraient été prévenus et nous aurions été arrêtés à cette période. Dans ce torchon, nous pouvons apprendre également que nous appartenons à un groupe autonome qui se constitue à la demande de parents pour enlever des enfants, a indiqué M. Coindeau. Là, le pseudo-journaliste nous précise bien que l'affirmation émane du procureur. Tu peux constater que les jeux sont faits. Il n'y a plus besoin d'instruire une enquête pour la manifestation de la vérité. Nous pouvons aller nous faire briser un procès d'inquisition joué d'avance puisqu'il est établi que nous sommes un groupe autonome de kidnappeurs d'enfants. Mais c'est à vomir. Et sur quoi se base le procureur pour sous-entendre que nous, alors toi et moi, sommes coutumiers de ce genre d'action? Les imposteurs instrumentalisent mon passé, sortant les faits de leur contexte, en les montant en épingle une fois déformés, et ils te mettent dans leur tableau avec Jérémy Léhu et Christophe Borja. Dans l'article de l'Est républicain du 27 octobre 2012, soit 2 jours après ton incarcération, le pseudo-procureur Coindeau réitère son mensonge favori, je cite. Un couple avait été aperçu en septembre qui suivait les enfants à la trace, a indiqué le procureur de Saintes, Philippe Coindeau. Apprécions l'évolution. Ça n'est déjà plus début septembre, mais courant septembre. Quand les imposteurs monopolisent le crachoir en interdisant toute défense, ils n'ont absolument plus de limite. Mais pourquoi est-ce si important pour ce procureur de mentir sur ce point? C'est très simple. Pour que l'accusation de projet d'enlèvement ne soit pas totalement irrecevable, il faut commencer par démontrer qu'au moment de notre neutralisation, nous étions sur le coup. Donc il est évident que neutraliser, en ce qui me concerne, le 22 septembre, soit 6 semaines après ta prise de contact avec Léa et à quelques 800 km de là sur une autre enquête, ça ne peut pas tenir. Il fallait donc que cet imposteur y remédie en créant une confusion entre ces 2 événements et surtout en trichant sur les dates pour les rapprocher. Et nous voyons bien avec ce genre de déclaration que c'est l'objectif recherché. Je cite. Journal Sud-Ouest du 13 novembre 2012. Cette préparation d'enlèvement, découverte par les gendarmes, a permis l'arrestation de 4 personnes, dont la mère de famille, et leur incarcération, avant qu'ils ne passent à l'acte. Autrement dit, le 22 septembre, nous préparions l'enlèvement des enfants de Sandrine Gachadois depuis l'autre bout de la France, et ce contrôle inopiné, 6 semaines après que tu aies tenté d'interviewer Léa, aurait interrompu
notre action criminelle. Je comprends alors pourquoi, dans mon dossier pénal, j'ai trouvé le procès-verbal des gendarmes qui raconte que des relevés de position GPS par les enquêteurs nous auraient localisés en septembre 2012 autour de l'école des enfants. On est là en plein scénario. Là, il est question de faire croire qu'en septembre 2012, nous tournions autour de l'école des enfants. En fait, nous n'avons même pas la moindre idée où se situe cette école et si les enfants vont dans la même école, car nous avons pisté les enfants pour interviewer la plus grande en août, en pleine période de vacances. Et les imposteurs mentent sur les dates pour faire croire que c'était donc en septembre, en période scolaire, que nous tournions autour des enfants. Je comprends tout, car il n'y a aucune logique au fait que l'on tourne autour des enfants en période de vacances si on a le projet de les enlever en période scolaire. C'est effectivement l'objectif de ces mensonges. Rapprocher l'épisode de la rencontre avec Léa du 13 août et celui du contrôle inopiné du 22 septembre, jusqu'à créer la confusion entre les deux événements, donc créer des éléments à charge à travers un montage crapuleux. En fait, il est très facile de vérifier qu'en septembre, nous étions dans les Bouches-du-Rhône avant d'aller à Bollandose, en Franche-Comté, et que les relevés faits à partir des bornes de téléphonie mobile ne peuvent pas établir autre chose. Je voudrais citer un passage du procès-verbal d'investigation, code D65, de mon dossier pénal que j'ai recopié, très explicite en ce qui concerne la manipulation. Il dit que, d'après les relevés des bornes de téléphonie, faites sur la base des cellulaires saisis, nous avons été localisés dans les départements suivants: Charente-Maritime, Doubs, Lot-et-Garonne, Gare, Dordogne, Bouches-du-Rhône, Tarn-et-Garonne, avec le commentaire suivant. Il apparaît que des surveillances et observations avaient été effectuées sur certains de ces secteurs et que ces individus avaient l'intention de procéder à l'enlèvement d'enfants. Vous voyez ce que je veux dire quand je vous parle de procès d'intention. L'enquête judiciaire n'est qu'un vulgaire simulacre pour le montage du dossier à charge. En théorie, l'enquêteur est supposé rechercher des preuves ou établir l'absence de preuves concernant la culpabilité des accusés. Mais dans les procédés d'inquisition, suivant les consignes du pseudo-procureur, le pseudo-enquêteur est le premier à substituer des affirmations mensongères à toute réelle constatation et à apporter des conclusions à charge, en interprétant de manière crapuleuse des faits anodins, lesquels sont ainsi sortis de leur contexte pour être mis en scène dans le scénario imaginé par l'Inquisition. C'est ahurissant. Le seul fait qu'on ait relevé diverses localisations lors de nos virées en France permet d'affirmer que c'était pour enlever des enfants. Ça, c'est du lourd, hein? Vous imaginez un petit peu la gueule du projet de multiples enlèvements d'enfants. Sur l'ordonnance de rejet de ma demande de mise en liberté, la juge Pragou, la plus agressive de tous, écrit: le risque de réitération des faits sur les enfants Calouot, ceux de Sandring-la-Châtois, ou sur d'autres enfants, reste majeur. Ah, c'est sans doute ça que la justice entend par projet. Le grand flou artistique, le projet d'enlever ces enfants-là, ou d'autres enfants, ou tiens, ceux-là, là-bas. Pourtant, la pseudo-juge de détention parle bien de faits. Les faits, comme nous l'avons vu, concernent nos enquêtes clandestines sur des crimes odieux commis sur quantité d'enfants en réseau de notables intouchables. Effectivement, tant que nous ne sommes pas neutralisés, le risque que l'on finisse par parvenir à mettre à nu l'insoupçonnable réalité reste majeur pour les membres du lobby pédocriminel, les premiers visés par nos dénonciations étant naturellement les inquisiteurs en robe noire. Concernant les manipulations faites avec la presse, je finis avec cet article du 13 novembre 2012 du Sud-Ouest. Je cite: « Le 22 septembre dernier, en contrôlant le véhicule de Stan Maillot dans le Doubs, les gendarmes tombent sur un carnet dans lequel
sont notés les préparatifs de l'enlèvement des 3 enfants à Montendre. Rappelons que les notes en question sont en réalité celles qui préparent la rencontre du 13 août avec Léa et le rapport que j'en ai fait à l'issue. C'est incroyable, les éléments à décharge sont tournés en éléments à charge et les autres éléments à charge ne sont que des montages basés sur les mensonges. Mon dossier pénal est même trop pourri pour servir de papier toilette. Eh oui, nous avons là, avec des éléments indéniables s'agissant d'archives de presse et d'éléments présents dans le dossier prétendu pénal, la preuve formelle que notre inculpation est basée sur des mensonges et des manipulations intentionnelles et que donc il s'agit d'une machination. Mais c'est trop visible. Comment peuvent-ils oser faire une telle machination sans craindre qu'on la démontre publiquement, comme nous le faisons ici? Ces frustrés machiavéliques ont une grosse faiblesse. Ils sont trop sûrs d'eux en fonction des pouvoirs qu'ils détournent à des fins criminelles. En outre, ils sont tous entre eux avec la complicité des journalistes qu'ils sélectionnent. Surtout, nous étions censés être neutralisés, toi et moi. Alors, qui aurait dit ou tenté quelque chose pour nous défendre en dénonçant la machination? Moi, j'avais disparu et je ne donnais plus aucun signe de vie. Toi, tu étais entre leurs griffes et sous leur contrôle total à travers ton avocate. Voici l'essentiel des interdictions de mon ordonnance de mise en liberté provisoire. Sous peine de réincarcération, interdiction de diffuser des messages par Internet sur les sites RRR, Pédopolis, les amis de Stan Mayo, ou tout autre site ayant un lien quelconque avec la lutte contre la pédophilie. Interdiction de communiquer d'une façon quelconque sur des questions liées à la pédophilie. Ce que nous dénonçons étant le cœur même de l'argument de notre défense, le thème de la pédophilie est naturellement incontournable. Donc interdire à l'accusé de parler de pédophilie revient ici à lui interdire toute défense. Aucune chance que tu ne te défendes en frappant là où il le fallait, puisque la consigne était que tu te fasses toute petite en espérant la clémence des juges. Et nous n'avons aucune illusion à nous faire. Le procès sera dans le même état d'esprit, avec le même objectif, nous briser pour faire un exemple. Allez, pour finir ce zoom, car il y a beaucoup de matière, croyez-moi, un petit dernier. Article du Sud-Ouest du 13 novembre 2012 qui donne la parole au baveux de l'ex de Sandrine Cachadois pour calomnier tous les accusés, naturellement, principalement la pauvre femme, et s'exprimer même sur le RRR, tiens. Apprécions le sous-titre. Un groupe séditieux. Daniel Picotin, le baveux de service. Lui n'en croit pas ses oreilles. On est en présence d'un réseau puissant qui soutient la théorie folle d'un complot de pédocriminels. J'aimerais bien qu'on me dise qui est dans la théorie de complot. Et apprécions cette affirmation-là. On ne sait pas comment Sandrine Cachadois est rentrée en contact avec le RRR. Mais toujours est-il qu'elle avait réussi à convaincre ses activistes de passer à l'action. C'est amusant tout de même, hein? On ne sait pas, mais on affirme. Le principal, c'est de convaincre le lecteur de la culpabilité des cibles à travers ce genre d'invention totalement crapuleuse. Car c'est moi qui étais rentré en contact avec la malheureuse mère de famille, et bien dans le seul but de l'interviewer, de faire une enquête sur son affaire. Rappelons que, je cite, « La mère de famille qui souffrirait, d'après les experts, de troubles psychiatriques, est persuadée que ses enfants sont victimes de pédophilie. » Je cite toujours. Selon les médecins croisés en prison, bah oui, hein, son comportement tend vers la paranoïa. Je cite toujours. Tous les rapports d'expertise psychiatrique ont conclu à des bouffées délirantes. Merci à nos excellents experts et à nos bons journalistes comme ce Stéphane Durand et ce Fred Jiménez.
le procès d'intention, avec usage même de mensonges éhontés, est un art très pratiqué par l'imposture judiciaire française, tout comme l'instrumentalisation de la presse pour enfoncer des innocents avant tout jugement. Dans ce registre-là, le tableau est mis en forme sur mesure avec le profil des accusés. Toujours dans la presse, les malfaiteurs associés étaient présentés par le procureur Coindo comme des gens sans activité, fréquentant les sites internet qui parlent de pédophilie. Des activistes sans activité. Ben oui, entendez par là des attardés mentaux désœuvrés, juste bons à s'abrutir sur internet avec des légendes urbaines. Mais toi, Stan, tu es le gourou mythomane et charismatique qui entraîne des esprits influençables dans tes délires. Et ton passé revient en force, s'agissant de ton passé de kidnappeur. Comme nous l'avons déjà compris, à défaut de quelque chose de plus sérieux et concret, c'est même mon passé de kidnappeur qui va en fait donner le plus de corps à l'inculpation. La preuve que j'ai eu le projet d'enlever les enfants de Sandrine Cachadois. Je suis un maniaque du kidnapping, déjà maintes fois condamné. Et oui, et du coup, nous sommes un groupe autonome qui enlève des enfants à la demande des parents. Ainsi donc, ça n'est pas seulement ma tentative désespérée de protéger le petit Vincent en 2006 du réseau perpignanais qui refait surface comme élément à charge, mais également cette opération de 2004 de Madagascar, cette tentative d'exfiltrer des enfants séquestrés à Madagascar par leur père, un mafieux malgache. Mais là, la presse parle bien de kidnapping, même si elle précise au nom de l'amour, c'est-à-dire l'amour maternel. Même le mieux intentionné du monde, un journaliste est le premier à commettre ce genre d'erreur sans en mesurer les conséquences, n'étant pas juriste. Effectivement, mon opération de l'époque pouvait, en vertu de sa forme, s'apparenter à un kidnapping. Mais les enfants qui m'ont suivi de plein gré dans l'espoir de retrouver leur maman étaient bien séquestrés par leur géniteur à Madagascar au mépris de décisions de justice qui en attribuaient la garde exclusive à leur maman. Et je précise que la maman et les fillettes avaient la double nationalité franco-malgache et que les dites décisions de justice émanaient de tribunaux malgaches, mais également français. Donc, c'était au ministère des Affaires étrangères français d'intervenir pour faire rétablir les droits de cette petite famille. Et évidemment, ils s'en foutaient éperdument. C'est donc dans ce climat de déni de justice que j'ai à l'époque accepté de tenter le tout pour le tout. Alors, pour clore cette petite parenthèse, je pose cette question claire. Qui des deux est le kidnappeur? Entre celui qui séquestre des enfants dont il n'a absolument pas la garde officielle et celui qui tente de les rendre à la personne qui, elle, en a la garde officielle. En tout cas, tu es expert pour te mettre dans des situations dont tu ressors vivant seulement parce que tu as beaucoup de chance. Que ce soit pour essayer de rétablir la justice, comme quand tu étais plus jeune, ou faire éclater une vérité impossible, tu en prends toujours plein la figure. C'est un peu normal en fait. Il est évident que ce genre d'action citoyenne trop isolée, en marge des institutions qui nous trahissent en permanence, sont de nature à encourrousser les pourritures qui les gangrènent depuis les sommets de la pyramide sociétale. Et c'est surtout le procès d'intention de vouloir faire justice à la place des institutions dont c'est le rôle, qui, à défaut de tout débat sur le droit pénal, est le cri du cœur des traîtres et des imposteurs, comme s'il s'agissait d'agissements criminels. Tout ce beau monde entend continuer à nous rouler dans la farine et à commettre les pires saloperies, bien à l'abri de toute dénonciation et de toute tentative citoyenne pour restaurer la justice.